s'arrêter sur le Burkina Faso, c'est plonger les yeux ouverts dans l'avenir de l'Afrique. Mais si tout ce que vous croyez savoir n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, des millions d'Africains projettent leurs espoirs ou leurs peurs sur ce pays. Héros pour les uns, autocrates pour les autres, chacun y cherche un reflet de ses propres rêves ou angoisses. Pour mieux saisir la portée de ce moment, imaginez une salle de classe au nord de Ouagadougou, où les enfants récitent les noms des grands leaders africains, rêvant de devenir eux-mêmes des bâtisseurs de nations. Dans les marchés, les conversations s'enflamment autour des dernières décisions du gouvernement. La radio locale diffuse des débats passionnés sur la souveraineté et l'indépendance économique. Le Burkina Faso n'est pas seulement un nom sur une carte. C'est une toile sur laquelle se projettent les aspirations de tout un continent. Voici la vraie question, celle qui dérange. Le Burkina Faso est-il un miracle africain ou bien une illusion collective, nourrie par nos fantasmes? Le pays est devenu le théâtre d'une lutte féroce autour d'un mot qui fait vibrer tout un continent, la souveraineté. Mais la souveraineté ne se résume pas à des slogans ou à des discours qui enflamment les foules sur les réseaux sociaux. Elle se construit dans les lois, dans les institutions, dans les politiques capables de protéger les plus vulnérables et de résister aux tempêtes du temps. Sans ce socle, même les plus beaux discours se dissipent dès la première crise. Pour illustrer cela, souvenons-nous du Ghana post-indépendance. Kwame Nkrumah, figure admirée, a prononcé des discours enflammés sur la dignité africaine. Mais sans institutions solides, les progrès furent fragiles, et le pays connut coups d'État et instabilité. L'histoire regorge de ces exemples. La ferveur populaire seule ne protège pas d'un retour en arrière brutal. Pourquoi tant de passion pour le Burkina Faso? Parce que l'Afrique est à un carrefour décisif. Soit elle succombe à la tentation de la propagande émotionnelle, qui galvanise mais ne laisse aucune trace durable, soit elle choisit la voie plus exigeante de la vérité institutionnelle, seule capable de transformer un pays sur le long terme. Regardez le Nigeria, souvent présenté comme un géant africain. Malgré ses ressources, l'absence de structures robustes a laissé la porte ouverte à la corruption et à la mauvaise gouvernance. À l'inverse, les petits pas réalisés par le Rwanda dans la consolidation institutionnelle offrent un contre-exemple. Des progrès lents mais durables. Derrière les images virales et les mots flamboyants, ce sont des systèmes entiers qui façonnent le destin d'un peuple. Confondre slogan et structure, c'est risquer bien plus qu'une simple désillusion. C'est perpétuer, génération après génération, le cycle des illusions perdues. On célèbre un leader, puis on se réveille avec les mêmes problèmes, les mêmes frustrations. À force de préférer le mythe à la construction, l'Afrique gaspille du temps, de la crédibilité et, peut-être, toute chance réelle de transformation. Si elle s'accroche aux héros plutôt qu'aux institutions, elle restera prisonnière d'un éternel recommencement. Pour saisir ce qui se joue vraiment, il faut dépasser les caricatures et revenir à l'histoire récente du Burkina Faso et de sa région. Là se trouve la clé du futur africain. Mais d'où vient ce mythe burkinabé et pourquoi fascine-t-il autant? Pour le comprendre, il faut remonter à une décennie de bouleversements et de ruptures. Le Burkina Faso n'est ni une énigme, ni une simple exception. Il concentre, à lui seul, presque toutes les tensions qui traversent l'Afrique aujourd'hui. C'est ce qui explique pourquoi le regard du continent, et même du monde, se tourne avec insistance vers ce pays. Au centre du Sahel, le Burkina Faso est façonné par une pauvreté tenace, une jeunesse en pleine explosion démographique et une défiance profonde envers l'extérieur. Ici, la mémoire des humiliations subies reste vive, mêlée à un sentiment d'avoir toujours été écarté des décisions concernant son propre sort. Pendant des décennies, le scénario paraissait figé. Exporter des matières premières, importer des produits finis, s'endetter pour combler les failles, écouter les conseils venus d'ailleurs. La présence militaire étrangère était présentée comme indispensable pour garantir la sécurité. Ce modèle perpétuait la dépendance et éloignait, génération après génération, la promesse d'une dignité retrouvée. Pour donner un exemple concret, l'économie burkinabé dépend fortement de l'exportation de coton et d'or, deux secteurs vulnérables aux fluctuations internationales. Dans les années 90,
le FMI imposait des ajustements structurels qui ont contraint le pays à réduire ses dépenses publiques, affectant les services essentiels comme la santé et l'éducation. Cette dépendance a laissé des traces profondes dans la conscience collective. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est rompu. Chez les jeunes, la patience s'est érodée, l'attente s'est muée en refus. Ils ne réclament plus la charité, ils exigent la dignité. Cette aspiration bouscule l'ordre établi et force les décideurs à choisir, maintenir le statu quo ou s'engager dans une action réelle. Le discours du refus, jadis marginal, devient central. Plus un dirigeant tente de transformer le symbole en acte, plus il s'expose. Déstabilisation, accusations de complot, pressions internationales. L'heure n'est plus au verbe, mais à la conquête concrète de la souveraineté, dans l'économie comme dans la politique et les institutions. Rappelons-nous de Thomas Sankara, dont la tentative de révolutionner le Burkina Faso dans les années 80 s'est heurtée à des résistances internes et à l'hostilité extérieure. Sa politique d'autosuffisance, de promotion du coton local, de vaccination de masse, fut applaudie mais aussi sabotée. Les archives révèlent combien chaque progrès était contesté, chaque réforme menacée par des lobbies, des intérêts étrangers ou même des proches collaborateurs. Le risque ? Que tout cela ne soit qu'une nouvelle façade pour un vieux modèle, un pays toujours prisonnier d'une économie d'exportation brute, d'une dette chronique, d'une dépendance intacte. Dans ce scénario, la jeunesse n'a pour seule perspective que l'exil, le système D ou la colère collective. Ce scénario n'est pas théorique. Regardez la Côte d'Ivoire dans les années 2000, où après de grandes promesses de rupture, le pays a connu une nouvelle dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers. L'exil des jeunes diplômés s'est accru, faute d'emplois locaux durables. C'est pourquoi le cas du Burkina Faso est décisif. Il illustre le péril d'un cycle d'illusions et de dépendance sans fin. Mais il invite aussi à regarder au-delà des slogans, pour saisir les vraies batailles qui se jouent sur le terrain. Ce n'est donc pas seulement une histoire de leader ou de slogan. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité même de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique. Derrière chaque figure virale qui déchaîne les passions, il y a une vérité froide. Tout changement réel se mesure, et chaque illusion se paie. Arrêtons de regarder le Burkina Faso à travers le prisme du miracle ou du désastre. La réalité est plus subtile et se construit jour après jour, loin des raccourcis et des mythes qui saturent nos écrans. Quels changements concrets observer ? Le gouvernement a mis en place des programmes pour stimuler l'agriculture. Distribution de matériel, d'intrants, soutien à la transformation locale et encouragement de la production nationale. Des mesures ont été prises pour mieux encadrer l'or artisanal, nettoyer les circuits opaques et limiter la fuite de richesses. La rupture avec la présence militaire française a été actée avec un contrôle accru sur l'espace médiatique jusqu'à la suspension de médias étrangers. Prenons un exemple. Dans la région de Bobo-Dioulasso, plusieurs coopératives agricoles ont bénéficié de tracteurs et d'engrais subventionnés, ce qui a permis d'augmenter les rendements de cultures vivrières comme le maïs et le sorgho. Sur le terrain minier, des brigades spéciales ont été créées pour surveiller le transport de l'or, réduisant les exportations clandestines vers les pays voisins. Mais ces avancées restent fragiles, car les réseaux de contrebande et de corruption n'ont pas disparu du jour au lendemain. Tout cela est réel. Mais dans la tempête des récits viraux, chaque progrès devient exagération. On lit partout que le Burkina Faso aurait rejeté le Fonds monétaire international, effacé toute sa dette, stoppé toute exportation d'or. C'est faux. Les discussions avec le Fonds monétaire international se poursuivent, la dette reste, l'or continue de sortir du pays, plus encadré, certes, mais loin d'un arrêt total. Pourquoi cette confusion ? Parce que l'époque adore les héros, l'idée qu'un discours ou une posture suffirait à transformer une nation. Mais la force d'une politique ne tient pas à la ferveur populaire ou à la viralité d'une image. Elle se mesure rigoureusement. Les politiques augmentent-elles la production ? Créent-elles des emplois durables ? Solidifient-elles des institutions capables de traverser les crises et de survivre aux leaders de passage ? La souveraineté n'est pas une émotion. C'est une discipline. Refuser l'adoration aveugle,
mais aussi le rejet réflexe. Appliquer la rigueur de l'évaluation, c'est s'arracher à la propagande et à l'émotion collective. Un État qui ne sait pas mesurer ses progrès ni ses faiblesses reste fragile, manipulable, exposé à la perte de légitimité. Considérons la sécurité dans le Sahel. Ici, il ne s'agit plus d'opinion, mais d'urgence vitale. Familles déplacées, routes coupées, écoles fermées, commerces paralysés, la peur qui s'installe dans chaque foyer. C'est cette réalité qui a précipité les coups d'État successifs. Mais changer de visage au sommet ne suffit pas à restaurer la stabilité. Le danger demeure, et la réponse doit être plus profonde que le simple remplacement d'un leader. Illustrons cela par un scénario vécu en janvier 2023. Dans la province du Soum, les attaques répétées ont forcé la fermeture de plus de 300 écoles. Les enseignants ont fui, les enfants errent sans instruction, et les familles survivent grâce à des réseaux de solidarité communautaire. L'État, confronté à la pénurie de moyens, peine à rétablir la sécurité et à relancer la vie économique. Prenons le carburant. Quand l'insécurité bloque les routes, plus rien n'arrive, la logistique s'effondre, les prix s'envolent. Ce n'est pas une théorie, c'est le quotidien de milliers de familles, de producteurs, de commerçants. La confiance populaire ne se gagne pas avec des slogans, mais dans la gestion efficace de ces crises concrètes. Croire aux récits flatteurs, c'est s'exposer à la déception. Se réfugier dans le mythe, c'est préparer l'échec institutionnel. Il faut regarder la réalité en face, avec lucidité et courage, même si elle déçoit les attentes ou contredit les récits faciles. Le Burkina Faso n'est pas seulement le théâtre d'expériences politiques, il incarne un test pour toute l'Afrique. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à construire des systèmes solides, capables de survivre aux hommes et aux modes. Sortir d'un club peut sembler libérateur. Mais pour bâtir quoi? L'isolement ou une résilience collective? Le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO a été salué par certains comme une victoire de la souveraineté africaine. Derrière ces célébrations, une question s'impose. S'agit-il du début d'une ère difficile ou du premier pas vers une renaissance continentale? En claquant la porte, ces pays ne rejettent pas simplement des sanctions ou des leçons étrangères. Ils posent une interrogation cruciale. Comment bâtir une intégration régionale qui ne sanctionne pas, mais qui produit, coordonne et protège les siens? Le vrai enjeu n'est pas de partir pour partir, mais d'opposer à la logique de dépendance une volonté de coopération qui renforce tout le continent. Mais le risque d'isolement est tangible. Sans union régionale, la fragmentation guette. Accès restreint au marché, hausse des coûts commerciaux, tracas quotidiens pour des familles séparées par les frontières. Ce sont les populations, non les élites, qui paient immédiatement le prix de ces fissures. Pour saisir la gravité de la situation, penchons-nous sur l'histoire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Lors de la crise centrafricaine en 2013, la désunion régionale a aggravé le chaos et la misère. À l'inverse, l'Union européenne, malgré ses défauts, a montré la puissance de la coordination lors de la crise de la zone euro. La souveraineté réelle ne se décrète pas, elle se construit. Cela exige de transformer localement les matières premières, de créer de l'emploi, de bâtir des chaînes de valeur et d'innover dans l'agriculture comme l'industrie. Le développement ne vient pas d'un miracle, mais d'un effort patient pour édifier des systèmes capables de survivre aux hommes et aux modes. Prenons le cas du Botswana, qui a su transformer sa manne diamantaire en un modèle de développement grâce à une gestion transparente et des institutions solides. À l'opposé, la République démocratique du Congo, riche en minerais, reste piégée dans le cycle de la pauvreté faute de structures efficaces. Résister au modèle imposé par le FMI est légitime, mais quelle alternative technique, financière et logistique existe? Sans institutions bancaires régionales robustes, sans capacité d'investissement autonome, la dépendance risque simplement de changer de visage, passant d'un créancier à un autre. L'indépendance médiatique est brandie comme un étendard. Mais remplacer la propagande étrangère par une autocensure nationale ne fait que déplacer le problème. La maturité, c'est garantir le débat, l'accès à l'information et le droit de critique, fondement d'une légitimité populaire durable.
À titre d'exemple, le Sénégal a mis en place un Conseil national de régulation de l'audiovisuel, garantissant un espace de débat ouvert même dans les périodes de tension. C'est ce genre d'innovation qui permet à une société de traverser les crises sans sombrer dans la censure ou la manipulation. Le vrai danger, aujourd'hui, serait de troquer une dépendance contre une autre, ou d'aggraver la précarité par orgueil mal préparé. L'histoire africaine est jonchée de révolutions qui ont sacrifié les citoyens sur l'autel des symboles vides. Ce luxe n'est plus permis. Le Zimbabwe, après avoir rompu brutalement avec ses partenaires occidentaux, a vu son économie s'effondrer faute de plans alternatifs viables. Les populations ont payé le prix fort, avec l'hyperinflation et l'exode massif. Alors, une question reste, existe-t-il, au-delà des discours, un programme africain crédible, applicable, capable de transformer la colère collective en puissance constructive? C'est là que se joue l'avenir, bien au-delà du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas qu'un symbole. Il incarne l'urgence de bâtir, non de proclamer. La suite dépendra de la capacité à transformer la rupture en un modèle africain durable. La souveraineté concrète n'est pas un slogan. C'est une ingénierie patiente, un cap à tenir. Fini le temps des symboles creux. Prêts à quitter les mythes pour affronter le réel. Première règle, ne tombez ni dans l'idolâtrie, ni dans le mépris. On ne bâtit pas une nation en vénérant ou en détestant. L'attitude adulte, c'est mesurer, corriger, construire. Cela suppose un nouveau contrat social, fondé non sur la magie des mots ou l'aura d'un chef, mais sur l'efficacité vérifiée. Il faut produire localement, s'intégrer régionalement, imposer la discipline institutionnelle. 10 priorités doivent devenir l'ossature de tout système africain. D'abord, planifier la production nationale, connaître ce que l'on consomme, ce que l'on importe, et fixer des objectifs précis de substitution secteur par secteur. Prenons le cas du secteur alimentaire. Si le pays importe 60% de son riz, il faut cibler une réduction à 40% en 3 ans, puis 20% en 5 ans. Cela passe par la réhabilitation des périmètres irrigués, la distribution de semences améliorées, la formation de techniciens agricoles et le soutien aux coopératives locales. Ensuite, instaurer de vrais quotas de contenu local dans chaque filière stratégique. Mines, énergie, agriculture, numérique. Industrialiser sans fantasme, transformer localement coton, cacao, or, bétail, afin de ne plus dépendre de l'export brut. À titre d'exemple, le Ghana a imposé une transformation locale du cacao pour créer des emplois dans l'agro-industrie. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ce modèle en développant des usines textiles et des chaînes de valeur autour du coton. Sécuriser le pays pour et par les civils. La sécurité doit garantir l'école, le marché, la justice, pas servir d'alibi à l'étouffement. Digitaliser totalement les finances publiques. Chaque franc doit être traçable, sans opacité. Pour cela, le Rwanda a mis en place un système de paiement numérique dans l'administration, réduisant les risques de détournement et accélérant le paiement des fonctionnaires. Une telle démarche au Burkina Faso renforcerait la confiance des citoyens dans l'État. Créer un fonds souverain national, investir dans l'économie réelle, non dans la dette ou les placements à l'étranger. Réformer l'éducation, prioriser la formation technique, il faut des milliers de techniciens, d'ingénieurs, de praticiens, pas seulement des diplômés en discours. Singapour, petit pays sans ressources naturelles, doit son essor à l'investissement massif dans l'éducation technique et la formation continue. Ce modèle, adapté aux réalités africaines, ouvrirait la voie à une génération d'innovateurs et de bâtisseurs. Gérer la dette avec maturité. Chaque emprunt public doit être débattu, adossé à un projet productif, audité de façon indépendante. Pour le prouver, le Maroc publie chaque année un rapport détaillé sur l'utilisation de ses emprunts extérieurs, permettant à la société civile de suivre l'impact des projets financés. Cette transparence doit devenir la norme en Afrique de l'Ouest. Organiser la coordination régionale. Aucune économie ne s'en sort seule. Mutualiser sécurité et infrastructures avec les voisins pour gagner en résistance et en échelle. L'Éthiopie et Djibouti ont réussi à bâtir ensemble un corridor logistique, réduisant les coûts de transport et facilitant le commerce.
Le Burkina Faso doit s'inspirer de telles initiatives pour rompre l'isolement et gagner en compétitivité. Protéger l'espace civique. Une souveraineté sans société civile, ni médias libres, c'est une coquille vide, prompte à toutes les dérives. À la jeunesse, votre impatience est légitime. Mais franchir le mur exige compétence, non colère. L'Afrique ne se relèvera pas par la virulence, mais par la rigueur, la discipline, la maîtrise des dossiers, l'exigence de compte. Quelques actes concrets. Publier chaque année les cibles productives, secteur par secteur. Réaligner les budgets sur ces urgences, pas sur le prestige. Auditer systématiquement les contrats publics et marchés d'État, publier les résultats. Investir massivement dans l'éducation technique, multiplier les bourses, les écoles d'excellence, les partenariats privés locaux. Pour aller plus loin, chaque ministère devrait avoir un portail en ligne où sont publiés les appels d'offres, les résultats d'audit et les réalisations annuelles. Ce type de transparence existe déjà au Kenya, avec le portail IFMIS, qui permet le suivi en temps réel des dépenses publiques. L'enjeu est vital. Si l'Afrique échoue à ce rendez-vous avec l'exigence et la méthode, elle se condamne à revivre le cycle des illusions et des pillages. Le choix n'est plus abstrait. C'est maintenant ou jamais. Sinon, les cauchemars collectifs se répéteront génération après génération. Mais même la meilleure feuille de route ne sert à rien sans la capacité de l'imposer face aux résistances. Comment surmonter les inerties et les sabotages? Pour illustrer, l'expérience du Brésil lors de la lutte contre la corruption offre une leçon. La création d'institutions indépendantes, dotées de vrais moyens, couplée à la mobilisation citoyenne, a permis des avancées. Mais la contre-attaque des réseaux établis a montré qu'aucun progrès n'est irréversible sans vigilance permanente. N'applaudissez pas sans réfléchir. Réclamez la feuille de route, les audits, la vérité. L'heure n'est plus aux émotions ou aux slogans faciles, mais à la lucidité. Le Burkina Faso nous pose une question fondamentale. Voulons-nous bâtir des institutions qui survivent aux individus, ou rester spectateurs d'une histoire dictée par la colère et les illusions? Si l'Afrique glorifie simplement ses chefs, elle restera prisonnière des cycles de désillusion. Les figures passent, mais les défis persistent. L'avenir ne se joue pas au volume des discours, mais dans la construction, pierre après pierre, de systèmes capables de résister aux épreuves, aux tentations de la facilité et aux pressions extérieures. Partager des vidéos virales ou aligner des hashtags ne nous sortira pas de l'impasse. Ce qui compte, ce sont les preuves, les bilans, les comptes rendus. Où sont les lois concrètes? Qui surveille l'argent public? Combien d'écoles, de routes ou d'hôpitaux ont vu le jour en 3 années? Quels audits indépendants prouvent la fin du gaspillage? Pour donner un exemple, au Cap-Vert, chaque nouveau projet d'infrastructure est suivi d'un audit externe, dont les résultats sont publiés dans la presse. Cette exigence de transparence a permis de réduire la corruption et de renforcer la confiance dans les institutions. Ne vous laissez pas tromper. La souveraineté n'est pas un spectacle. Elle est faite de patience, de rigueur, d'efforts quotidiens. Elle repose sur la discipline collective, le refus des raccourcis, la vigilance populaire. Tant que nous confondrons transformation et culte d'un seul homme, nous répéterons les mêmes erreurs, génération après génération. L'histoire est claire. Les idoles finissent toujours par tomber, seules les institutions restent. Quand la lumière s'éteint sur les héros d'un jour, que reste-t-il? La qualité des administrations, la justice, l'éducation, la santé, la capacité de produire et de protéger. Ce sont ces fondations invisibles qui déterminent le destin d'un pays, pas la popularité d'une personne sur Internet. Encore une fois, le choix est vital. Soit l'Afrique ose la maturité et l'exigence, soit elle accumule les mirages et en paie le prix. Il faut cesser d'attendre le miracle venu d'en haut et imposer la méthode, la transparence, la responsabilité. La dignité ne s'offre pas, elle se conquiert ensemble, par des règles claires, l'obligation de rendre des comptes à ceux qui vivent la réalité chaque jour. La prochaine fois qu'un discours résonne, demandez-vous, quelle institution, quelle loi, quel mécanisme concret ce discours va-t-il laisser? Si la réponse est « aucun », alors le spectacle continue, et la dépendance aussi. Ce siècle ne pardonne pas l'improvisation.
L'Afrique ne manquera jamais de voix, mais elle manquera toujours de système si elle ne change pas aujourd'hui. Exigez des plans, exigez des bilans, exigez la vérité, même lorsqu'elle dérange. Pour conclure, souvenons-nous de cette vérité brûlante. La souveraineté et la dignité ne sont pas des cadeaux, mais le fruit d'une lutte collective, d'une organisation sans relâche, d'un refus des solutions faciles. Le Burkina Faso nous tend un miroir. Voulons-nous vraiment changer ou seulement rêver? Ce n'est qu'en bâtissant des institutions, et non des idoles, que le continent pourra enfin tracer son propre chemin, solide et libre.